Bonjour à tous et toutes. Je vous passe d'abord feuille de présence. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui n'est pas très déconnecté de ce que vous faites au quotidien, mais qui va essayer d'un peu de mettre des mots sur la pratique pédagogique. Vous avez des classes, vous les observez, vous les dirigez, ces classes, vous êtes en responsabilité dans ces classes. Et donc, par conséquent, vous savez l'acte d'enseigner, à quoi il ressemble. Cependant, il est bon parfois de replacer un petit peu la terminologie et les objectifs de ce qu'on fait. Vous avez bien compris, au bout d'un an ou presque que vous êtes dans les classes, que la part d'improvisation dans les premiers temps est extrêmement grande. On a prévu quelque chose et les élèves nous disent eh bien, on réagit avec son bagage, avec ses connaissances, on réagit un peu comme on peut à ce qui est interrogé. Et sachez que ça poursuivra jusqu'à la fin de votre carrière. Simplement, avec le temps, peut-être que vous aurez plus l'habitude des questions, les questions seront déjà venues, vous aurez des réponses qui arriveront. Ça arrive en permanence. Hier, on m'a posé une question, je ne me rappelais plus la réponse du tout. C'était bon, question un peu pour rappeler la distinction qu'il y avait entre deux mots, puis ça m'est revenu dans la journée, mais voilà, on est dans des situations où on agit en direct avec des éléments préparés. Ce que je voudrais que nous fassions, c'est que nous croisions aujourd'hui la terminologie et l'action pédagogique avec l'oral du concours. Il faut qu'on commence aussi vraiment à s'interroger sur cet oral, sur la réussite qui sera la vôtre, tant à l'écrit qu'à l'oral. Sur l'écrit, je ne me fais pas trop de soucis, disons-le. Je pense que vous allez, avec une certaine facilité, être admissible. Après, il y a l'écrit. Ça, vous avez vu ce qu'il faut faire maintenant. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Après, il y a l'oral. Et l'oral, il faut que vous le pensiez comme un exercice au cours duquel vous allez montrer non pas seulement vos connaissances, mais vos aptitudes pédagogiques. Il faut que vous ayez en tête que vous serez confronté, lors de cet oral, à un autre public, qui sera le public qui n'a pas de classe. Tous ceux qui sont, ce qu'on appelle en reprise d'études, tous ceux qui passent le concours en candidat libre. Ces candidats-là, ils peuvent être très bons à l'écrit. Pourquoi? Ben parce que pour peu qu'ils aient un métier dans lequel il y a des processus, ce qu'on appelle des process très organisés, qu'ils soient habitués à travailler de manière très cohérente, avec des nomenclatures, avec des passages obligés, avec des points de contrôle, ils arriveront très facilement à passer la dissertation. Parce que la dissertation, c'est vraiment un exercice très normé. Ils arriveront très facilement à passer le classement grammatical, l'analyse grammaticale, parce que c'est mettre des objets dans des cases. Pour peu que leur métier soit déjà ça, de mettre des éléments dans des cases, l'écrit ne leur posera pas de problème. Mais ce qui leur posera un problème, c'est l'arrivée à l'oral, où on s'interrogera sur l'adéquation entre une proposition pédagogique que vous ferez et des élèves. Et ils ne sont pas en stage, donc ils auront ce décalage-là. Et c'est sur ce point-là que vous devez justement montrer que vous avez des compétences extrêmement nouvelles, mais extrêmement construites sur l'acte pédagogique. Donc je vais partir aujourd'hui sur une sorte de présentation de ce qu'on attend de vous à l'oral, pas simplement lire les textes réglementaires, mais vraiment vous montrer ce qui fait la qualité d'une présentation orale. Et puis, nous aurons une application sur un exemple, sur un petit texte sur lequel nous allons réfléchir sur comment justement proposer une séance à partir d'un texte. Alors, tout d'abord, la réglementation, 15 minutes, 15 minutes. Vous allez passer une épreuve orale d'1 heure. Pendant 15 minutes, vous allez présenter une séance en français, 15 minutes, une séance en mathématiques, et ensuite une demi-heure de discussion avec le jury. Ces 15 minutes sont indicatives. C'est le temps maximum que vous devez consacrer à la présentation des maths
et du français. Si vous tenez 7 minutes, vous tenez 7 minutes. C'est pas, on ne vous élimine pas parce que vous n'avez pas tenu le temps. En revanche, en termes de concours, l'épreuve, elle dure 1 heure. Si pendant 30 minutes vous parlez, cela signifie que l'échange avec le jury dure 30 minutes. Si vous parlez 7 minutes et 7 minutes français-maths, ben, ça veut dire que l'échange avec le jury dure 45 minutes. Et par expérience, rappelez-vous que l'oral, c'est une activité dans laquelle on essaie de voir comment le candidat réagit, quelle est l'amplitude de ses connaissances, quelles sont les dimensions qu'il pourrait ajouter à ce qui lui est demandé. Donc, plus vous laissez de temps au jury pour vous interroger, plus l'interrogation peut partir dans des directions très, très lointaines. Et vous avez, par exemple, par inadvertance dit le langage des élèves n'est pas très construit. Le jury, il a du temps devant lui, parce que vous n'avez pas tenu la demi-heure. Mais il va vous dire, mais c'est quoi d'ailleurs le langage? Ça perd où dans les programmes le langage? C'est quoi la différence entre langues et langages? Et si vous lui laissez du temps, ben, le jury va l'occuper ce temps. Et pour vous interroger sur des dimensions qui sont certes ce que vous avez dit, et l'essentiel, ce sera sur ce que vous avez dit, mais aussi sur tout ce qui peut passer. Et c'est là que le danger se trouve, c'est d'être amené par des questions loin, loin de ce que on attend. Je vais vous donner un exemple très personnel. Moi, quand j'ai passé l'oral du concours, à un moment donné, je dis, ben, le premier texte en français, trace de l'ancien français que nous avons, c'est le Sermon de Strasbourg, 842-843. Bon, j'aurais pas dû dire ça, c'était pas le sujet, mais enfin, j'ai voulu faire sans doute le malin, c'était il y a longtemps, je me rappelle plus trop, mais j'ai dû vouloir faire le malin. Ben, le jury ne m'a pas laissé faire longtemps, parce qu'il m'a dit, d'ailleurs, tiens, vous avez parlé du Sermon de Strasbourg, c'est quoi le premier texte littéraire dont nous ayons trace en français? C'est la cantilène de Sainte-Eulalie. Cantilène de Sainte-Eulalie, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est une poésie sur Sainte-Eulalie, une sainte qui a pu se faire martyriser quelque part. Donc, oui, si vous laissez du temps, le jury occupera le temps. Et on ne sait pas jusqu'où il peut aller dans ses interrogations. Donc, essayez de tenir un maximum 15 minutes, 15 minutes. Maintenant, comment vous devez tenir ces 15 minutes? Un petit rappel tout d'abord. Théoriquement, c'est comme ça que ça se passe d'habitude, il n'y a pas de raison que ça change. Le dossier qui vous sera proposé, il sera fait de 3 éléments. Un premier élément sera plutôt ce qui relèverait des programmes ou de l'accompagnement des programmes. 15 lignes, 20 lignes, un extrait dans lequel vous aurez la parole officielle. Ouf, ça nous donne ouf, c'est que vous n'avez pas à prendre les programmes dans leur totalité. Vous les connaissez. Il faut savoir un petit peu quand on enseigne quoi. Si je vous dis le passé simple, vous ne dites pas ah ben en CE1 on fait le passé simple. Non, le passé simple c'est plutôt CM1. Voilà, il faut un petit peu répartir les grands ensembles dans toutes les disciplines. Mais en tout cas, l'articulation entre ce qui vous est demandé de faire comme cours et les programmes, vous aurez un document qui relèvera sans doute des programmes. Donc, il n'y a pas cette dimension-là. Et il n'est pas piégé. Ça, c'est aussi une dimension importante, parce que pendant longtemps, les modalités de concours que nous avions, les sujets que nous avions, ils étaient un peu piégés, ces programmes. D'ailleurs, dans les sujets que je parlais tout à l'heure, que je mets à votre disposition, il y en a un certain nombre qui sont piégés, c'est-à-dire que je vous dis, voilà un document pédagogique, voilà les programmes, que feriez-vous sur telle notion? Et quand on regarde, on s'aperçoit que c'est les programmes de cycle 2 pour un document de cycle 3 ou vice-versa, un document de cycle 3 avec des programmes de cycle 2. Donc, il faut bien remarquer qu'il y a inadéquation entre ce qui est demandé et les programmes. Donc, vous devez compléter par votre partie personnelle, votre connaissance personnelle. Mais, visiblement, le jury ne s'amuse plus trop à ce genre de choses-là. Vérifiez quand même. Vérifiez, vous avez un énoncé. Il vous donnera un cycle. Vérifiez bien que c'est les programmes qui sont articulés avec ceci. Le deuxième élément, pardon, c'est un texte théorique.
Ce texte théorique, c'est un pédagogue ou c'est un accompagnement des programmes qui abordera une dimension de la question. Alors, là aussi, il faut s'interroger sur l'adéquation entre ce document théorique et ce que vous avez à proposer. Pourquoi? Parce que le document pédagogique, soit finalement, il vous donne les clés pour réaliser l'exercice. On dira qu'il est d'une certaine façon assez complet par rapport à ce qui vous est demandé. Soit il est partiel, et donc il faudra l'élargir, le compléter, voire peut-être le contredire lorsque vous réaliserez votre présentation. Je vous donne un exemple qui est caricatural, mais au moins vous observerez. Vous avez une partie des programmes qui vous dit on apprend à lire avec la méthode alphabétique. Peu à pas, ce à ça, que à, c à, k, etc. Méthode alphabétique. Puis quand on regarde ce qui vous est demandé, on s'aperçoit que la plupart des choses à apprendre, des éléments à apprendre, c'est des expressions toutes faites, c'est-à-dire il était une fois, des mots qui, de fait, s'apprennent en lecture globale. Alors, il faut dire, bah, bien sûr, hein, on apprend de manière alphabétique, mais il y a certains mots dans les débuts de l'apprentissage de la lecture qui s'apprennent plutôt en manière globale, des mots-outils. Et donc, il faut compléter. Le document ne vous donne pas toutes les clés pour réaliser, mais vous donne une option. Et donc, il faut pouvoir enrichir ces options avec autre chose. Et puis enfin, vous aurez ce qu'on appellerait un document pédagogique. Dans l'idéal, c'est un document brut. Qu'est-ce qu'un document brut? C'est une page de manuel, c'est un texte. Et moi, tout à l'heure, je vous distribuerai un texte littéraire et je vous dirai qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ça pourrait être aussi une production d'élèves. Et là, les questions pourraient être finalement de nature, il ne faut pas les couper non plus si c'est une production d'élèves. C'est qu'une production d'élèves, ça implique finalement deux interrogations distinctes. Voilà, l'élève a fabriqué ça, un récit ou une description, les deux grands modalités texte. Question qu'on vous pose, c'est à quoi ressemble la séance qui a abouti à la fabrication de ce texte-là? Et ce que vous devez faire, c'est observer ce texte, en déterminer les points forts, les points faibles, et donc supposer que tous les points forts, c'est ce qui a été traité par l'enseignant antérieurement. Oui, vous avez un récit produit par les élèves, et puis vous vous apercevez que dans ce récit, tous les imparfaits sont justes, et que tous les passés simples sont faux. Il dit ça, je ne sais pas quoi. Bon, ben, vous en déduisez, si tous les imparfaits sont justes, que l'imparfait a été vu. Donc vous supposez que ce qui a permis la réalisation de ce texte, c'est qu'à un moment donné, il a été vu, cette notion d'imparfait. Ou alors, autre aspect, qu'est-ce que vous feriez après? Quelle serait la séance suivante? Ben, c'est le même principe, c'est se demander quels sont les points faibles du texte. Vous apercevez que tous les passés simples sont faux. Vous dites, je ferai séance suivante sur le passé simple. Et on est dans quoi? Ben, on est dans une séquence qui aborde le récit, sous cet angle des modalités temporelles, les modes et les temps. Séquence sur les temps, il y a un temps imparfait, un temps passé simple, un temps plus que parfait pour montrer l'antériorité. Voilà, ce genre de choses-là. Production d'élèves, est-ce qu'on vous demande ce qui amène à cette production ou est-ce qu'on vous dit que cette production est le point de départ et qu'on vous demande ce qui suit? Ça, c'est une question aussi importante. Ou alors, on pourrait trouver des documents un peu mixtes quant à leur nature. Je pense par exemple à une fiche de préparation. Vous demandez d'analyser cette fiche de préparation. Je n'ai pas d'exemple véritablement de ce type de sujet-là donné. Hein, j'en ai dans les sujets que je vous propose, il y en a. On s'y préparera tout de même, mais le grand modèle, ça reste quand même le document à utiliser en classe. Page de manuel ou texte. Et arrive donc
maintenant la première question de ce qu'on attend de vous, la première dimension de ce que l'on attend de vous. Il faut que vous ayez, comme dans la dissertation, où j'essaie de vous montrer qu'il y a des passages obligés, vous voyez, c'est une sorte de danse. Une valse, c'est à 3 temps. Donc, les pieds bougent, le corps bouge selon un certain rythme. Bien, l'oral, c'est la même chose. Il y a des manières de danser n'importe comment, et il y a des manières de danser comme il faut. Il y a des manières de sauter n'importe comment au-dessus de la barre, il y a des manières de sauter en Fosbury avec cette technique très particulière. Et bien là aussi, il y a des manières d'être brillant, et c'est évidemment là-dessus qu'on va se concentrer. Vous commencerez par une introduction, bien sûr. Et cette introduction, vous la ferez débuter par une petite phrase qui est le rappel du sujet, mais surtout aussi des enjeux. Le jury, dans le pire des cas pour lui, il verra 8 candidats dans la journée, pour 8 heures d'examen. 4 le matin, 4 l'après-midi. Se remettre en phase avec, avec votre propre sujet. Oui, vous allez arriver, ils vont vous dire, vous avez quel sujet? Vous allez dire, j'ai le sujet 8. Allez sortir le document de sujet. Qu'est-ce que c'est? Donc, il faut que vous attendez, bloc. Bloc, je ne pourrais pas vous projeter une image de tout à l'heure, c'est pas grave. Mon sujet, concerne donc la réalisation d'une séance sur l'imparfait en C2. Voilà, l'imparfait en C2. Mais votre valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la possibilité de montrer l'enjeu de ce sujet. Qu'est-ce que c'est l'enjeu? Ben, c'est être capable de dire que la séance que vous faites, elle n'a pas simplement une dimension mercenaire, vous faites ça parce qu'on vous le demande, mais elle a une dimension très importante, c'est que la notion s'inscrit dans un apprentissage des élèves. Autrement dit, vous allez faire une phrase dans laquelle vous allez dire à quoi ça sert d'apprendre l'imparfait. Mon sujet concernera donc, avec des CE2, la réalisation d'une séance sur l'imparfait. L'imparfait est extrêmement important en français parce que c'est un des temps du récit. Tous les textes narratifs sont écrits dans une alternance passé simple imparfait. Et que c'est aussi le temps de fait de la description le plus utilisé. Donc, il faut maîtriser ce temps du passé, ce temps de l'indicatif et du passé. Et vous, vous êtes, comme vous avez des élèves, et donc vous êtes en capacité de voir à quoi ça sert cette séance-là. Séance-là, précisément, à quoi elle sert. Donc, important, le sujet est l'enjeu du sujet. Les candidats extérieurs, ils arriveront et puis ils diront, bah, je vais faire une séance sur l'imparfait, comme les documents me le proposent et comme l'énoncé me le propose. Ils n'iront pas plus loin. À quoi ça sert? Ça, c'est important. Le deuxième temps, qui sera important pour vous, c'est de montrer que cet enseignement, et il ne faudra pas trop insister là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de l'exercice, mais cet enseignement, ce n'est pas, comme je le dis, une séance unique, mais elle s'inscrit dans un parcours. Il y avait le lundi, il y aura le jeudi, il y aura le vendredi. On est mardi, c'est une étape. Donc c'est une séance qui vise quel objectif? Quel est l'objectif de la séance?
et éventuellement, quelle est la localisation de votre séance. On serait plutôt en début de séquence ou en fin de séquence. À quoi votre séance, elle, ressemble par rapport à un objectif plus large qui est celui de la séquence. Donc ça aussi, le dire, je suis dans une séquence qui vise à maîtriser l'étang du récit, ou je suis dans une séquence qui consiste à comprendre le style direct. Et donc, vu ce que je vais vous proposer, on serait plutôt dans la troisième, plutôt dans la première, plutôt dans la dernière. Donc, comment s'organise très rapidement cette séquence. Et puis, enfin, présenter très clairement l'objectif central qui est recherché par cette séance. Et c'est dans ce parcours-là que va s'inscrire les différents documents du dossier. Alors, là, c'est un peu fin ce que je vais vous dire sur le fait, c'est que, en fait, la présentation que vous devez faire, ce n'est pas une présentation qui consistera à dire « traiter l'imparfait, nous avons dans le dossier une page des programmes, c'est la page 17 du cycle 2 qui gna. Puis ensuite, nous avons de M. Aubrigul, tiré de son livre machin, le truc vidéo. Le jury le sait, c'est lui qui a fabriqué les sujets. C'est lui qui a fabriqué les sujets, c'est pertinemment ce qu'il y a dedans. Mais en fait, les documents vont vous servir de justification à l'intérieur de votre démonstration. Exemple pour que ce soit clair ce que je vous dis. Vous allez dire, je vais donc proposer une séance sur l'imparfait en cycle 2, en C2. L'enjeu, c'est évidemment que c'est un temps du récit. Et donc que les récits, les textes narratifs sont écrits dans une alternance passé simple, imparfait, plus que parfait en français. Donc il faut maîtriser, tant à l'écrit qu'à l'oral, cet imparfait. C'est d'ailleurs ce que disent les programmes. Quand les programmes disent, les paragraphes 2, la conjugaison pour lire, ils signalent cette relation. Ma séquence, elle aura donc 3 séances qui se consacreront stricto sensu sur l'imparfait. Alors, pourquoi 3 séances? C'est parce que je vais articuler la découverte des temps avec des lectures. C'est ce que dit le texte théorique, d'ailleurs. Hein, c'est le paragraphe 3 du texte théorique. Il dit les temps servent à la lecture. Mon objectif central, c'est donc pour cette fois-ci, c'est la séance 2, c'est d'observer la fabrication de l'imparfait entre un radical et une terminaison. C'est l'essentiel de ce que présente le document pédagogique. Bien, alors, comment commencera ma séance? Vous voyez, monsieur Machin a écrit un texte, publié à truc, les documents, c'est les programmes, ils datent de temps, le 2000 machin, et tout ça, vous supprimez, c'est une perte de temps. Ce à quoi vous servent les documents, c'est comme preuve, comme justification, comme explication du fait que vous proposez cela. Donc il faut réintroduire, vous voyez, il faut réintroduire les documents dans votre présentation, non pas en présentant les documents, mais en montrant que vos choix sont légitimes. Parce que tout l'exercice, c'est un exercice de légitimation des choix. Légitimation des choix. Tout ce qu'on va vous demander par la suite, c'est de justifier de pourquoi vous le faites. Donc, un dossier avec des documents, mais ces documents, vous allez, dans l'introduction, comme d'ailleurs dans le parcours, par la suite, la présentation de la séance que vous allez faire, vous allez réinjecter ces documents. Vous allez les réinjecter. Ça se fait très souvent sur le document pédagogique parce que les candidats disent, je vais commencer par exemple, je vais commencer par l'activité numéro 2 du manuel. Très bien. Réinjectez dans votre séance le document pédagogique. Mais il faut aussi que vous réinjectiez les 2 autres. Pourquoi je commence par l'activité numéro 2? Parce que le texte théorique signale qu'il est meilleur pour la compréhension de l'élève de commencer par une phase orale, par exemple. Ou alors l'inverse, écrite.
vous réinjectez comme justification les documents lorsque vous présenterez votre séance. Quand vous serez à la manœuvre, quand vous ferez cet exercice-là, on ne va pas oublier cela. C'est une justification. Et les éléments qui justifient, c'est les éléments des programmes. Alors ensuite vient votre présentation de vos séances. Et il faut les penser, vos séances, comme celles que vous faites avec vos élèves, que celles que vous allez présenter au jury. Voilà, c'est une série de coussins superposés. C'est une série d'activités, les séances. Pour les activités, une 1, une 2, une 3, activités qui, comme vous le voyez ici, se chevauchent. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que, en termes de séance, 20 minutes si vous êtes en maternelle, 1 heure si vous êtes en cycle 3, au bout d'1 heure, les élèves ont atteint l'objectif. Ils ont atteint l'objectif que vous aviez énoncé. Ils ont atteint l'objectif. Une fois donc qu'ils ont atteint l'objectif, ils auront atteint l'objectif. Mais pour atteindre cet objectif, vous allez leur proposer des activités successives. 1, 2, 3, 4, 5, ils vont faire des choses. Ces choses qu'ils vont faire sont là parce qu'elles atteignent, elles se dirigent vers une part de cet objectif. Le jury, la grande question qui vous posera à tous les degrés de votre présentation, c'est pourquoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi vous avez fait ça? Quel est le résultat de votre choix? Le pourquoi, c'est que j'ai un objectif que je vais atteindre en plusieurs étapes. L'objectif, il est complexe. Donc, je vais l'atteindre en mettant petit à petit des actions les unes au bout des autres, les unes après les autres. Qu'allez-vous proposer au jury? Vous allez leur dire, je commencerai, j'ai une activité, je vous laisse pour l'instant l'articulation avec les séances antérieures. Vous avez un premier gros morceau dans votre séance d'activité 1. Cette activité 1, vous allez devoir la définir au point de vue de ses modalités de travail. Modalités de travail, grosso modo, en groupe, individuel, collectif. Ou individuel, collectif. Vous allez, donc le jury, il vous dira pourquoi. Pourquoi cette activité 1, vous ne l'avez pas fait en groupe? Vous allez dire, parce que le choix que je fais en fonction de l'objectif que je cherche à atteindre nécessite plutôt un travail qui est donc modalité de travail, groupe, individuel, collectif. Quel est le support que vous me proposez, cette modalité de travail? Ardoise, étiquette, texte, simple écoute, projection de quelque chose. Qu'est-ce que vous leur proposez comme support pour cette activité 1? La modalité de travail, elle va avec des choix. Imaginons par exemple que vous vouliez vous constituer un corpus, c'est-à-dire un ensemble de mots sur lesquels vous pourrez travailler par la suite. Si vous travaillez sur l'ardoise se prête peu à la constitution d'un corpus, parce qu'on les passe au bout du compte à chaque fois, donc il faut trouver une autre modalité de travail. Alors laquelle? C'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire en fonction de ce que vous voulez. Donc, une modalité de travail, une consigne, proprement parler, activité de l'élève, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous leur demandez de faire? Quelles sont les aides que vous leur proposez pour parvenir
parvenir à réaliser cette tâche. Et puis un point d'étape, un point d'arrivée, un morceau d'objectif que vous cherchez à atteindre. Et c'est cela que veut savoir le jury. C'est pas du tout, je vais leur dire, et puis ils vont faire, et puis ensuite ils vont me répondre, et puis non. Vous avez un objectif central. Vous allez proposer aux élèves des activités successives et enchaînées. Le vrai mot, c'est articuler. Des activités articulées, les unes avec les autres. Vous allez leur proposer des activités qui leur permettent d'acquérir ces notions, cet objectif. Mais comment vous y prenez? Alors vous allez dire, j'ai choisi une modalité de travail qui est travail d'abord collectif. Maître pose des questions à élèves. Le jury me dira pourquoi? Pourquoi en fonction de ce que vous vouliez atteindre dans cette activité-là, vous avez choisi ça? Vous avez dit, alors je leur ai dit, qui sont les personnages dans ce texte? Le jury va vous dire, mais à quoi elle sert cette question? Vu votre objectif ponctuel de cette activité, à quoi sert cette question? Puis vous allez dire, alors donc ils sont avec le texte et puis ils soulignent. Je vais vous dire, mais pourquoi ils soulignent? Activité, compétences et connaissances mobilisées. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, vos élèves? Quelles connaissances vous cherchez à leur faire émerger chez eux? Qu'est-ce que vous leur avez proposé pour faciliter la tâche? Un dictionnaire? Un affichage? Et puis, en quoi ce point d'arrivée, là, au terme de l'activité numéro 1, il contribue à obtenir l'objectif final? Et je vais vous donner un exemple. Activité 1, l'enseignante, elle proposait 3 tableaux à ses élèves. Puis, sur les 3 tableaux, il y avait des choses à repérer. Et par exemple, il y avait à repérer le fait que le personnage était un homme de conquête, et un tableau, il était à cheval avec une armure. Un roi guerrier. Question, à quoi ça sert dans l'activité 1 de faire dire aux élèves que c'est un roi guerrier? Ah ben, les documents, ils étaient dans le dossier. Oui, mais ça, c'est pas une réponse pédagogique. La réponse pédagogique, c'est que je n'ai pas besoin de lui faire savoir que c'est un roi guerrier, donc je supprime tout ce qui relève de l'observation du roi guerrier. Voilà, c'est ça la réponse là-bas. Donc je garde le tableau 1 et puis le 2, parce que le 1 et le 2 me font obtenir un morceau. Donc je vais voir par la suite. Donc il faut épurer. Voilà, il faut épurer. Je les fais travailler comme ceci avec cette consigne et je leur fais faire ceci. Pourquoi? Parce que la connaissance que je veux obtenir est liée aux compétences qu'ils vont mettre en œuvre, qui sont, je les aide parce que ils ont les dictionnaires avec eux. Et cette activité se terminera lorsque j'aurai fait émerger avec eux l'idée que le roi est d'essence divine. Point. Essence divine. Et donc l'image que j'avais trouvée, c'est un roi avec une auréole, c'est un roi avec Dieu au-dessus, c'est un roi avec un ange sur l'épaule, c'est un roi, enfin, comme vous le voulez, mais essence divine. Parce que l'étape 2 fait quelque chose de plus que roi divin. L'étape 3, c'est quelque chose de plus que roi divin et guerrier. C'est un troisième truc pour fabriquer l'entièreté réelle. Donc le jury, en permanence, vous interrogera sur la légitimité de ce qui est avant. Pourquoi ça? Pourquoi cette élection? Et à chaque fois que vous proposerez des activités qui seront, on va dire, gratuites, ou des activités qui ne seront pas en relation avec ce pourquoi, ben, vous manifesterez des non-compétences d'enseignants. Et c'est la même chose, je suppose, que ce qu'on vous a dit en visite, et c'est ce qu'on va regarder lors des prochaines visites quand vous allez, c'est le pourquoi. En quoi est-ce que ce que vous proposez a un intérêt ponctuel sur un objectif intermédiaire vis-à-vis d'un objectif final? En quoi est-ce que vos élèves ils sont sur un parcours?
Alors, je vous fais un petit rappel en passant sur ce qu'on appelle des compétences. Compétences d'élèves, les élèves doivent manifester des compétences. C'est quoi les compétences? Ce n'est pas des savoirs, ce n'est pas des savoir-faire non plus, et ce n'est pas non plus des savoir-être. La compétence, c'est englobe tout ça. Quand je dis quelles compétences doivent avoir vos élèves pour réussir cette tâche, eh bien, il faut bien envisager qu'on est sur un degré de notion qui n'est pas tout à fait identique aux trois autres. Pour que vous compreniez cette distinction le plus simplement possible, il faut que vous vous rappeliez que, on va prendre l'exemple du permis de conduire. Permis de conduire. Permis de conduire, vous voyez bien qu'il y a un savoir. C'est le code de la route. Donc, vous connaissez les panneaux, vous connaissez les pointillés, vous connaissez les trucs comme ça. Bon, ça, c'est le savoir. Le savoir-faire quelque chose, c'est la conduite. Vous savez faire un créneau, vous savez freiner, vous savez changer les vitesses. Ça n'a rien à voir avec le savoir. Pas tout à fait à voir avec le savoir. C'est un autre domaine, c'est savoir utiliser, savoir faire, savoir réaliser, savoir accomplir la tâche. Le savoir-être, qu'est-ce que c'est? C'est l'attitude du conducteur. Vous ne klaxonnez pas à tout bout de champ, vous évitez les gros mots vis-à-vis de vos collègues, vous savez ralentir quand vous arrivez près d'une école, vous évitez d'accélérer quand vous voyez un ballon qui traverse la route. Bref, ça c'est le savoir-être, c'est l'attitude. Savoir le code, savoir faire la conduite, savoir-être l'attitude du conducteur, la philosophie du conducteur. Mais la compétence, qu'est-ce que c'est? La compétence, c'est savoir adapter les trois autres aux circonstances. Vous conduisez sur la glace, eh bien, vous ne voyez pas les tableaux, les panneaux, il faut que vous adaptiez votre savoir à ce que vous avez sous les yeux. Le savoir-faire, eh bien, vous savez conduire normalement, mais là, s'il y a de la glace, il faut adapter le savoir-faire aux circonstances. Et puis, le savoir-être, eh il faut adapter son comportement au fait qu'il y a du brouillard, où il y a de la glace, où vous êtes sur l'autoroute, où vous êtes sur un chemin départemental, il faut adapter tout ça. Donc, la compétence, c'est savoir utiliser en circonstances précises les trois autres. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, quand on va dire mes élèves doivent acquérir une compétence ou manifester une compétence, c'est qu'ils doivent adapter ce qu'ils savent faire et leur attitude d'élève à la circonstance locale qui est celle que vous leur proposez. Donc, on attend à ce qu'à différents endroits, vous émettiez les idées que à vos élèves, vous leur apprenez des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, mais vous leur apprenez aussi à agir dans des circonstances complexes, des savoir-faire. La grande question, c'est le pourquoi vous faites ça. Ce que vous faites n'a de sens que parce que c'est une étape dans un objectif central. Et ça, les candidats extérieurs, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de classe, ils auront beaucoup de mal à comprendre ou à le mettre en œuvre, ou à le symboliser, le mettre en évidence. Parce que cette idée que un objectif central se classe en activité contribuant à cet objectif central, activité articulée, c'est quand on a des classes qu'on peut le voir. Quand on vous rendra visite, je ne sais pas si c'est fait ou pas, ou ça commence bientôt, c'est ça qu'il va falloir que vous montriez, comment vous avez fabriqué, non pas un enseignement monolithique. On a fait donc phase d'institutionnalisation, mais comment le on fait se croise avec, s'articule avec un enrichissement, un enrichissement. Bon. Alors, si on reprend maintenant sur ce qu'on appelle la méthode d'apprentissage, le parcours d'apprentissage, on commence plutôt par des situations de rappel ou de mise en scène, c'est-à-dire qu'un cours, ça commence par l'énoncé de ce qu'on va faire, et puis se remémorer en quoi ce qu'on va faire cette fois-ci se place dans la séquence
ou dans les séquences antérieures. Aujourd'hui, on va voir comment on fabrique cette jonction entre le radical et la terminaison et au temps imparfait. Qu'est-ce que nous avons vu? Vous vous rappelez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'imparfait? Qu'est-ce que nous avons vu sur cet imparfait? Bon, phase de rappel, phase d'articulation avec l'avant. Et puis, il peut arriver que l'activité 1, ce soit une situation de réflexion, qu'on appelle une phase de recherche, phase de discussion, phase de problème, une situation de problème. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. L'activité 1, on demande aux élèves quelque chose. Encore faut-il que si vous lancez dans une activité de recherche, vous ayez bien compris que cette recherche, c'est une étape dans l'objectif central. Et vous allez dire, par exemple, à vos élèves, vous allez me classer les mots suivants en 2 groupes. Je ne vous donne pas de critères, vous devez me trouver 2 groupes à partir de ces mots-là. Et puis, vous trouvez 2 mots masculins, pour vous c'est très évident, et 2 mots féminins. Et pour vous, c'est très évident que les élèves vont dire les masculins d'un côté, les féminins de l'autre. Vous avez chienne, chèvre, et puis chat, renard. Bon, qu'est-ce qu'ils vont vous trouver comme ensemble les élèves? Avec un corpus comme ça, vous avez une grande partie des élèves qui vont faire chat-chien. Donc, même si c'est chienne. Pourquoi? Parce que c'est des animaux domestiques, quoi. Et puis, vous faites chèvre-renard. Pourquoi? C'est parce qu'ils vivent dans les bois. Bon, la chèvre ne vit pas dans les bois, mais bon, ils vont vous trouver autre chose. Ou alors, la plus logique encore, c'est qu'ils vont faire les 3 cheveux ensemble. Chienne, chèvre et chat. Ils vont mettre renard de l'autre. Le jury, il me dira, bon, phase de recherche, quelle est l'aide pour arriver à trouver ce que vous cherchez? Première question. Puis, deuxième question, est-ce que votre corpus, il permet de trouver ce que vous cherchez? Pourquoi vous avez mis renard et pas loup? Pourquoi vous avez décidé de commencer par cette modalité-là en groupe? Pourquoi vous leur avez distribué des étiquettes et pas fait un travail individuel sur l'ardoise? Pourquoi? Et à tous ces pourquoi, vous devez avoir des réponses. Ces réponses, vous les trouvez dans les documents pédagogiques ou théoriques. Ou ces réponses, vous les trouvez dans votre pratique pédagogique. Donc, pourquoi tout ça? Donc, l'oral, c'est un total ensemble d'endroits où on peut se planter, c'est-à-dire être imprécis, c'est-à-dire être non justifié, c'est-à-dire être mercenaire. Qu'est-ce que c'est qu'être mercenaire? Vous avez fait ça parce que ça vous était demandé. Non. L'acte d'enseigner, c'est un acte qui consiste à répondre précisément à des besoins d'élèves. Je le fais parce que je sais que c'est plus facile pour des élèves d'obtenir cette phase intermédiaire avant d'obtenir le savoir final. Et puis, à la fin, se passe une situation d'institutionnalisation. Institutionnalisation. À un moment donné, on fige. On fige. Institutionnalisation. On fige le savoir. On fabrique une affiche, on fabrique une phrase, on fabrique un schéma, on fabrique une carte mentale, on fabrique quelque chose sur lequel on pourra rebondir la prochaine fois. En termes de visite, rappelez-vous que l'institutionnalisation dans les faits, elle a des étapes, qui sont les étapes au terme de chaque activité. Chaque activité amène une info. Donc chaque activité se termine par une certaine forme d'institutionnalisation. On est arrivé là, ce que j'appelais tout à l'heure le point d'arrivée ou l'objectif ponctuel. Si vous êtes pris par le temps, ne foncez pas à l'oral. Simplement, vous étendez, c'est l'inverse. Vous faites en sorte que l'activité 2 n'est pas d'activité 3, vous la ferez la prochaine fois, mais vous finissez par l'institutionnalisation de ce que vous avez vu en 1 et 2. Vous vouliez faire 3, vous avez eu le temps, vous faites le prochain coup. Mais vous ne foncez pas n'importe où sous prétexte que, au pas de charge, sous prétexte que vous voulez finir absolument votre truc. Non, c'est l'élève qui décide. Vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas eu le temps. Vous institutionnalisez au bout de 2. C'est une institutionnalisation ponctuelle, pas finale, bon, attends.
Du rappel à la situation problème, à l'institutionnalisation, bon, ça, c'est ce qu'on vous a sans doute dit. Mais rappelez-vous que c'est des choix. Donc, des choix de pourquoi on fait tel élément à tel moment. Alors, on va prendre un exemple de type concours, justement, un texte, et on va s'interroger sur ce que ce texte, il doit amener comme traitement, comme justification et comme organisation. La question que je pose avec ce texte-là, c'est une question donc, de type concours. Le document pédagogique, c'est donc ça. Et on vous dit ce qui est marqué au-dessus. On vous dit, après avoir lu le texte de Bernard Friot, se méfier des prénoms, vous l'avez repris au combat Bernard Friot, donc on n'essaie pas d'inventer. Ça veut dire si vous dites Bruno ou Brigitte ou n'importe quel autre, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'auteur, ce qui fait sans doute mauvais effet. Donc il vaut mieux carrément dire je ne sais pas ce qu'est le B, je ne connais pas cet auteur, plutôt que de faire un test mal maîtrisé. Vous vous rendrez compte d'une analyse littéraire personnelle, ça ne veut rien dire, il ne faut pas tenir compte de ça, on ne vous demande pas grand 1, qualité du texte, grand 2, pédagogie du texte, mais surtout une séance d'apprentissage en lecture-compréhension au cycle 3. Donc, je vais faire obtenir à mes élèves des compétences d'analyse de texte à partir de ça en cycle 3. Donc, il faut effectivement qu'auparavant, vous vous demandiez quel est l'enjeu du texte. Et là, je vais être un petit peu direct. Vous avez vu qu'en termes de dissertation, quand ce n'est pas ce qu'on attend, je mets 1. Pour le solde de tout compte, ce n'est pas ce que j'attendais. Vous n'avez pas la structure de l'intro, vous n'avez pas les parties qu'il faut, vous n'avez pas les 1 sur 10. Et c'est pareil à l'oral. Pareil à l'oral, c'est-à-dire que si vous faites la facilité au lieu de faire la complexité, ben vous aurez la note de tout le monde, c'est-à-dire 1. Qu'est-ce que c'est que la difficulté? La difficulté et facilité. La difficulté, c'est faire ce que tout le monde fait. La difficulté, c'est de répondre à la question précise. On vous donne un document. Ce document, il a pour but de faire peur, par exemple. Conséquence de quoi, ce que vous devez travailler avec les élèves, c'est comment on fait peur. Qu'est-ce que c'est que faire peur? Comment on comprend la peur? Quelles compétences on peut mettre en œuvre pour comprendre la peur? Et c'est pas du tout, il y a des personnages, c'est dans une action, il leur arrive ceci. Puis il y a une couverture, et puis... Non. Si c'est un texte qui fait peur, il ne faut pas que vous vous amusiez à faire autre chose que le nœud du problème, c'est la peur, je vais traiter la peur. Si le texte il fait rire, il ne faut pas que vous vous amusiez à dire « Oh, vous avez vu, c'est des imparfaits, puis il n'est pas assez simple. » Non, si le but, c'est de faire rire, il faut que ce que vous preniez à le bras, ça fait rire. Si c'est un texte de théâtre, et puis c'est un texte de théâtre dramatique, il ne faut pas du tout que vous engagiez dans le théâtre, c'est un genre, ça peut se lire à plusieurs, il y a le nom du personnage au-dessus, puis après il y a ce qu'ils disent, et puis non, ça, on s'en fout. Si c'est ce texte-là que vous devez traiter, c'est le problème de ce texte-là. Et là, ce sera très, très éliminatoire. Si on vous donne un album, tous ceux qui commenceront par dire, alors on va regarder la couverture, puis la couverture, donc il y a un titre, puis dans le titre, après, je regarde l'image, quelle relation entre l'image et le titre, et puis après, il y a un auteur, puis un éditeur, et puis un quatrième de couverture. Bon. Est-ce que ça a un rapport avec le thème central? Si la peur émerge dans tout ça, dans la couverture, alors oui. Et si la peur n'émerge pas dans la couverture, ni dans le titre, ni dans je ne sais pas quoi, alors c'est du temps perdu. Dans une séquence, vous feriez ça, pas dans une séance. Je le répète, si le texte il est là pour faire peur, regardez la situation spatio-temporelle, c'est intéressant si ça contribue à la notion de peur. Sinon, on ne le fait pas. Le fait qu'il y ait des situations finales et des épisodes, ça contribue à la situation de peur, on ne le fait pas. Le fait que c'est un récit, donc passé simple, imparfait, on le fait si ça contribue à la peur, sinon on ne le fait pas. Donc la première chose à faire, c'est de se demander, en gros, quel est l'enjeu en termes de compréhension de ce texte.
Et il n'y a que ça qui contribuera à la fabrication de nos activités. Tout le reste, on l'élimine. Le jury vous dira, bon, bah, alors vous avez voulu analyser le titre. Il en bas, nouvelle histoire pressée. En quoi est-ce que le titre fait comprendre la notion de théâtre? Et puis là, soit c'était en plein dedans, ce que vous avez proposé, soit c'est à côté de la plaque. Si c'était à côté de la plaque, vous allez ramer. Vous allez dire, bah alors nouvelle bah, comme nouveau, c'est un genre littéraire qui, oui, puis oui, ça n'a pas de rapport avec le théâtre, oui, effectivement. Et puis, bah, oui, pressé comme une orange. C'est moi qui suis pressé comme une orange. Dans ce cas-là, ça n'a rien à voir. Donc, oui, parce que j'ai fait mon activité 1, il n'a rien à voir avec le sujet. Ben oui, ben, je suis à côté de la plaque. Et donc là, il ne faut pas le faire 3 fois de suite, quoi, à côté de la plaque. Bon, alors, petite lecture. Dans cette lecture, vous allez vous poser la question de quel est l'enjeu en termes de compréhension de ce texte. Ah, donc consultation. Consultation, ça peut avoir plusieurs sens. Hein. La consultation d'un dictionnaire, consultation électorale et la consultation chez un médecin. Et la réponse, elle est toute simple, elle vient immédiatement. Ah, docteur, c'est une rencontre chez un toubib. Ah, docteur, j'ai eu l'ogre, ça ne va vraiment pas fort, je sens comme un poids sur l'estomac, j'ai toujours envie de vomir. Si ça continue, il faudra que je me mette au régime. Voyons, voyons, dit le médecin, ne vous affolez pas, ce n'est peut-être pas si grave que ça. Dites-moi ce que vous avez mangé ces jours derniers. Eh bien, dit l'ogre, en rassemblant ses souvenirs, avant-hier, j'ai croqué un garde champêtre, un coureur cycliste et une marchande de fruits et légumes. Tous bien frais et pas trop gras. C'est vraiment pas ça qui vous a rendu malade, dit le médecin en se grattant le menton. Et hier, qu'avez-vous mangé? Hier, répond l'ogre, j'ai avalé une institutrice et quelques-uns de ses élèves. Je ne sais plus combien, ils sont tellement petits à cet âge-là. Vous n'avez quand même pas mangé la classe entière d'un seul coup, interroge gravement. Alors gravement, ça ne va pas le ton que j'ai employé. Vous n'avez pas mangé la classe entière d'un coup, interroge gravement le médecin. Non, non, répond l'ogre, j'en ai gardé quelques-uns pour le goûter. Et pour le dîner, je me suis fait un sandwich avec un gendarme et 2 directeurs d'usine. Au dessert, j'ai pris une danseuse étoile avec son tutu. C'est tout? Demande le médecin. Oui, oui, fait l'ogre. Vous êtes sûr? Et là, j'ai sans doute, c'est de ma faute, j'ai mal fait la mise en page. Quand j'ai recopié, j'ai tout voilà, copié-collé, je n'ai pas fait gaffe que le tiret de là, et ça arrive la ligne d'un paragraphe après, mais il faudrait remettre le tiret qui soit mis en forme normalement ce texte, et chaque paragraphe est une réplique. Donc il faut que le tiret se soit remis à la ligne. Vous êtes sûr? Demande le médecin. Réfléchissez bien. Ah oui, maintenant je me souviens, s'écrit l'ogre, en traversant la forêt, j'ai mangé une fraise des bois. Et donc, alinéa, pour remettre la suite sur une autre ligne, ne cherchez plus, dit le médecin. C'est ça qui vous a rendu malade. Et vous pensez que c'est grave? Demande l'ogre, inquiet. Pas du tout, répond le médecin. Tenez, avalez ce cachet et dans 30 secondes, vous ne sentirez plus rien. Et je ne serai pas obligé de me mettre au régime? Pas le moins du monde, reprenez tranquillement votre alimentation habituelle, mais évitez les fraises des bois et les framboises. Oh, merci docteur, merci beaucoup. Et l'ogre, tout joyeux, retrouve d'un seul coup son bel appétit. Il se rhabille en vitesse, remet ses souliers, fonce sur le médecin et n'en fait qu'une bouchée. Donc le voilà, ce texte. Les nouvelles, pardon, les histoires pressées de Bernard Friot, c'est des petites nouvelles comme ça qui font 1 page ou 2 pages, à destination plutôt du cycle 2 et 3. Et puis les nouvelles histoires pressées, bah, c'est le volume 2. C'est que des petites histoires de ce type-là. Il y en a une vingtaine par recueil, 20, 30 par recueil. Ça fait des petits livres d'une quarantaine, cinquantaine de pages. Bon, alors évidemment, situation spatio-temporelle, je m'en fous, à moins que ça ait une utilité. Vocabulaire, garde champêtre, tutu et cycliste, je m'en fous aussi comme dans la 40, à moins que ça ait une utilité en termes de compréhension de ce texte.
pas compréhension globale, mais compréhension de ce qu'il y a à comprendre là-dedans, il faut que je détermine ce qui peut être au cœur de la compréhension de ce texte. Alors, je vous laisse le relire une fois, puis réfléchir 5 minutes. Qu'est-ce qui est au cœur, le nœud de compréhension de ce texte? Je vous laisse le relire et puis réfléchir. Et pour vous aider, j'attends peut-être 3 réponses. Il y a une petite latitude. Si certains d'entre vous sont sur l'autre fiche de présence, je fais une remarque parce que certains, avec cours d'allemand, ils ont sur le groupe, je peux vous faire passer d'autres conseils. D'autres conseils, non. C'est sûr, on ne sait même pas c'est quelle classe, rien du tout. En l'occurrence, non. Cycle 3, il n'y a pas 36 chances, hein. C'est CM1 ou CM2. Ah, alors ça, c'est une faute impardonnable que de ne pas avoir vu que dans les conseils, il y avait l'objectif, enfin, il y avait le niveau, une classe de cycle 3. Trois minutes de réflexion. Oui, là, vous avez de la viande hachée, de la tomate et des oignons. Et puis, ce que je vous demande, c'est en gros, qu'est-ce que vous allez manger? Et certains vont me dire, eh bien, je vais faire des pâtes avec, bien. Puis d'autres me disent, ah ben, je vais faire des frites avec des steaks hachés. Puis d'autres vont me dire, je ne sais pas quoi. Et c'est là la question. C'est en fait, maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on mange? Et bien sûr, ça tiendra compte du fait qu'il y a de la viande hachée et des oignons et de la tomate. Mais n'empêche que maintenant, vous allez commencer par dire, la séance que je vais vous proposer, c'est une séance en lecture-compréhension qui consistera à faire comprendre aux élèves la notion de. Et son enjeu, c'est évidemment que dans le récit, ce type
de notions est extrêmement présente, et c'est plutôt des notions de cycle 3, parce que d'ailleurs les programmes disent que ces genres-là, c'est plutôt des genres qu'on étudie au cycle 3 que d'autres cycles. Alors ma séquence, elle sera qualifiée. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? La spécificité parmi tous les récits qu'on peut trouver, la spécificité de ce récit-là, c'est d'être, et tu disais tout à l'heure de faire peur, mais qui ne fait pas peur. Donc, ce n'est pas du fantastique et ce n'est pas faire peur. C'est quoi la spécificité? Les spécificités, et il faudra en trouver trois, dont une serait moins importante que les deux autres, mais ce serait quoi la spécificité de ce récit-là parmi tous les récits qu'on peut trouver dans une bibliothèque? Alors, la chute, c'est une technique d'écriture, c'est que ça finit sur quelque chose. Mais vous avez répondu à la moitié. La chute, elle fait quel effet? Alors, il y a un premier bloc. Il y a un premier bloc. C'est un texte qui va être construit sur un certain nombre d'effets de surprise. Et l'effet de surprise, il fait quoi comme résultat? Épreuve. Voilà, alors il y a suspense, mais l'effet, si vous voulez, si on parle en termes de sentiments, c'est plutôt un texte qui fait un texte d'amour, un texte qui fait peur, un texte qui fait rire, un texte qui fait. Alors, il y a une première dimension, c'est l'articulation qui existe entre la construction de la surprise et la construction du comique. Ça, ce serait une dimension de ce texte-là. Parmi tous les textes qu'on peut trouver, il y en a qui font réfléchir sur l'égalité filles-garçons, qui font réfléchir sur la société, qui font réfléchir sur soi, qui font réfléchir sur tout un monde. Il y en a qui feront rire, il y en a qui feront peur, il y en a qui feront rêver, il y en a qui font... Voilà, il y a toutes sortes de récits dans toutes sortes de genres. Ça, c'est un texte comique. Et il est fabriqué comment ce texte comique? Avec des effets de surprise qui produisent le comique. Donc, il ne faut pas louper le coche, c'est que si vous choisissez ça, la totalité de votre organisation, c'est comment un texte fabrique le comique à partir d'effets de surprise. Objectif de la séance, comment un texte fabrique le comique à partir d'effets de surprise. Je vais vous montrer, je vais montrer aux élèves en lecture compréhension comment un texte fabrique le comique à partir d'effets de surprise. Ça, c'est une possibilité. Il y en a une autre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oui? Il y en a une qui est la construction du dialogue, celle que je mettrai en troisième, parce que ce n'est pas la plus, on va dire, la plus en phase avec ce texte-là précisément. On pourrait trouver d'autres textes qui fabriquent des dialogues. Il y a effectivement une possibilité qui sera souterraine là-dedans, c'est de dire, je suis dans une séquence qui est style direct, style indirect. Et dans cette séquence style direct, style indirect, à un moment, je vais montrer aux élèves comment on fabrique un dialogue. Il y a les tirets, il y a les verbes, éventuellement. Ça louperait quand même justement tout ce qui est les deux points antérieurs, c'est-à-dire surprise comique, et puis il y a encore un autre truc. Il y a encore un champ qui pourrait être un champ de spécificité de ce texte-là. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette première phrase? Pas au point de vue grammatical, mais au point de vue du sens. Première phrase. Ah, docteur, j'ai mis l'ocre. Ça va pas fort. C'est la confrontation du réel et du conte. Effectivement. C'est passé à peine au-delà de l'interprétation de ce que vous avez dit, mais c'est ça.
c'est que dans ce texte, nous avons tout un ensemble d'éléments relevant du monde réel qui sont confrontés avec ce qui n'est pas le monde réel, avec une situation qui est celle du conte. Qu'est-ce que vous connaissez comme ogre? Il y a l'ogre du Chaboté, il y a l'ogre des petits poussets, il y a Shrek, bon, il y en a. Et quelle est la nature en général de ce qu'ils font? Ils mangent des poussets, bon, ils mangent des princesses, par défaut, des petites ogresses, ils mangent des chats qui parlent, bon, mais rarement ils mangent des cyclistes, rarement ils vont chez le médecin, rarement ils mangent des fleuristes, non pas des fleuristes, des marchands de légumes. Et il y a une articulation, et c'est ce qui fait aussi le comique de cette situation, c'est que nous sommes dans un personnage du conte avec des problèmes du conte, qui dévore tout ce qui passe, articulé dans un monde qui est le monde du quotidien et du réel. Donc on a des cyclistes, des directeurs d'usine, et il y a même à un moment ce qu'on appelle une mise en abîme. Mise en abîme, qu'est-ce que c'est qu'une mise? C'est une figure de style que nous n'avons encore pas vue, la mise en abîme. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la mise en abîme? Oui, exactement. La mise en abîme, c'est un principe qui est essentiellement pictural ou essentiellement théâtral. C'est le fait que la situation, qui est celle lecteur, spectateur, spectateur-acteur, soit dédoublée. Donc, ça arrive très souvent en peinture. Votre camarade me dit, vous êtes spectateur d'un tableau, et dans le tableau, il y a un peintre qui peint un tableau. Donc, il y a un double effet de miroir, on appelle ça aussi un effet miroir. Il y a un double effet miroir. Vous êtes spectateur d'un tableau, et dans ce tableau, il y a un peintre qui est spectateur, il y a des spectateurs du peintre lui-même. Exemple, les Ménines. Méninas en espagnol, de Goya. Je ne sais pas si vous avez choisi l'histoire de l'art comme épreuve 3. Il faut penser que dans l'épreuve d'histoire de l'art, il n'y a pas seulement l'application des arts à l'école, ça c'est important, mais il y a aussi des connaissances qui sont stricto sensu, des connaissances histoire de l'art, cycle 3, histoire de l'art. Vous vous rappelez quand ça s'organise, les cycles, les programmes de sciences sont parallèles au programme d'histoire de l'art et de musique. Et en un, cycle 1, on pratique. Alors, on fait les tâches, on fait des expériences, on tripote le matériel, bon, voilà, on fait. Cycle 2, on fait avec contrainte. Et en sciences, on se pose des problèmes, c'est de les résoudre. Et puis, en art, on dit, ben, on va faire à la manière d'eux, on va faire des tâches, faire des formes géométriques, on va faire des productions contraintes. Et puis, cycle 3, c'est l'histoire de l'art et démarche scientifique beaucoup plus construite. Donc, en cycle 3, il faut faire de l'art. Les Ménines, c'est un tableau de Goya, c'est le plus connu des tableaux de Goya, et il a un problème justement de miroir. C'est-à-dire que les personnages nous regardent tous. Les personnages nous regardent. Donc ça veut dire que le peintre, il est là où je suis moi. Moi, spectateur, je suis à la place du peintre. À la place du peintre, puisque je pense qu'il est en face de moi. Mais il y a un effet miroir, c'est qu'en fait, les personnages ne regardent pas le peintre, ils regardent justement un vrai miroir. Et donc, le tableau, c'est ce qui est réfléchi. Conséquence de quoi, Goya lui-même est là. Goya, qui devrait être ici, à ma place, moi, de spectateur, il est inséré dans le tableau. Parce qu'en fait, il peint ce qui est devant un miroir, donc il peint les personnages qui regardent un miroir, et en effet, et donc on appelle de mise en abîme, le peintre se trouve lui-même dans sa peinture. On a un autre tableau célèbre de ce type-là,
c'est de Van Eyck, le XIVe siècle, le couple Arnolfini. Alors ça, le couple Arnolfini, vous ne pouvez pas passer à côté parce que c'est vraiment une œuvre majeure de la peinture. Hein. Ça montre une évolution très très importante des mentalités artistiques. C'est un couple de banquiers, ex-Pompane, par le célèbre peintre flamand du XIVe qui s'appelle Van Eyck, E-Y-C-K, Eyck. Et ça montre trois choses. En fait, ça montre le changement de fonction de la peinture. Au Moyen-Âge, on peint des personnages religieux. On peint la Vierge, on peint le Christ, on peint Saint-Machin, Saint-Bidule, le martyr de Saint-Truc. On peint des sujets religieux. Et avec la montée en puissance à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, une classe particulière de la bourgeoisie, les habitants des villes, des bourgs, les bourgeois, ben, les bourgeois ont accès aux arts, en particulier, ils ont accès à la peinture, et donc ils sont représentés. Donc c'est le changement de fonction de la peinture. La peinture ne peint plus que les sujets religieux, il peint aussi les sujets bourgeois. Ça, c'est la première révolution. Il y a une deuxième révolution avec ce tableau, c'est qu'en fait, on a une scène de couple. Il aurait très bien pu peindre, ce peintre, un portrait des bourgeois assis sur son fauteuil, ou voilà, un portrait de bourgeois. Mais non, il peint une scène de la vie familiale. Sa femme, vous voyez, elle est enceinte. Et ça, c'est une révolution, c'est aussi l'émergence de la vie de couple, l'émergence de la vie intime dans l'âme. C'est très important pour ça. Puis la troisième, c'est qu'il est mis en abîme que vous avez ici. C'est qu'en fait, là, il y a un miroir, et le miroir, il reproduit le tableau. Il reproduit le tableau lui-même. Et le miroir, vous voyez, comme les analyses le montrent, il est vraiment en plein milieu. Tout rayonne à partir du miroir. Donc, il y a une sorte de photographie, une mise en abîme. D'un point de vue théâtral, des mises en abîme, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a par exemple une dans Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, une pièce de 1897, Cyrano de Bergerac. L'acte 1 se passe dans un théâtre. Vous êtes spectateur, et qu'y a-t-il sur scène? Il y a des acteurs qui jouent les spectateurs face à des acteurs qui jouent les acteurs. En fait, nous assistons en tant que spectateurs à une pièce de théâtre. Donc, nous sommes spectateurs d'acteurs jouant les spectateurs et jouant les acteurs. Il y a reproduction du théâtre dans la scène de théâtre. Il y en a une autre célèbre qui est l'illusion comique de Molière, de Corneille. L'illusion comique de Corneille, c'est des acteurs qui jouent une pièce. Nous assistons à une pièce représentée par des acteurs qui jouent des acteurs. Même chose, la critique de l'école des femmes de Molière. Critique de l'école des femmes de Molière. Molière, ça commence, vous êtes assis, spectateur comme ça, et Molière entre sur scène, convoque ses acteurs et leur distribue le rôle qu'ils vont jouer. Et chacun parle de ce qu'il va jouer. Et c'est une pièce très intéressante parce qu'on apprend comment travaille Molière. Un de ses acteurs, à un moment donné, lui dit, mais alors donc, là, on improvise tout. Et Molière répond, non, vous n'improvisez pas tout, puisque vous connaissez les rôles auxquels vous êtes habitués, vous réutilisez ce que vous jouez dans les autres pièces. Donc en fait, il y a une part d'impro qui est assez importante. Les acteurs sont pour une grande part en rôle. Nous, spectateurs, nous assistons à une pièce de théâtre dans laquelle l'auteur de la pièce est en train de parler à ses acteurs. Il y en a une encore comme ça, puis ça sera bon. Hein, de Tchekhov, Anton Tchekhov, c'est un des plus grands auteurs russes. Il y a une pièce qui s'appelle La Mouette, auquel nous assistons aux crises morales et à la représentation des acteurs eux-mêmes jouant des pièces. Monsieur, c'est un peu comme le masterclass que vous avez fait. Sur des personnages qui lisent. Voilà, oui, c'est une sorte de mise à... Je n'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est ça, trouver des personnages qui lisent eux-mêmes. Et donc là, il y en a une des mises en abîme. Il faut avoir un effet bizarre de compte, c'est qu'en fait, que mange l'homme? Il mange la maîtresse et les enfants. Ils ne vont pas tout manger d'un coup, il les a gardés pour le petit-déj ou pour le goûter.
Donc, l'élève est lui-même projeté dans l'histoire du monde, du conte. Il est projeté dans le monde du conte. Conséquence de quoi? C'est que vous ne fabriquez pas une séance sur la lecture-compréhension. Vous fabriquez une séquence de compréhension de la lecture qui aura pour objet de faire comprendre aux élèves comment se fabrique l'effet de surprise et l'effet comique. Comment se fabrique un effet de mélange du réel et de l'irréel. Ou alors, comment se construit un dialogue. Et vous voyez que comment se construit un dialogue, c'est le plus faible, parce que ça pourrait se trouver dans n'importe quel texte de ce type-là, avec beaucoup de dialogue. Par contre, les deux autres, ils sont très typiques de ce texte-là. L'objectif donc de ma séance, ce sera de fabriquer cet effet de réel et d'irréel. Alors après, il faut essayer de déterminer où ça se passe dans le texte. Quels sont les lieux, les moments charnières, sont les moments que je vais analyser avec mes élèves. Alors, si je prends l'effet réel-irréel, quels sont les grands lieux, c'est-à-dire les moments qui vont donner lieu à des grandes activités différentes? Il y a effectivement la première phrase. Ah, docteur, j'ai mis l'offre, ça ne va pas. L'intérêt de cet axe-là, réel-irréel, c'est qu'en permanence, il va devoir réactiver ce que l'on sait sur l'ogre. Donc c'est une séance qui va être très culturelle, qui va motiver beaucoup, c'est sa difficulté et son intérêt, qui va motiver les connaissances culturelles des élèves, qui va motiver des réseaux de lecture. Où est-ce qu'il est notre prof ici? Il est chez le médecin. Comment est-ce qu'on le sait? On le sait par le titre. C'est quoi une consultation? Une consultation, c'est quand on consulte quelque chose. Oui, mais on consulte quoi? On consulte le docteur. Je dis, comment on le sait? Un docteur. Quel type de docteur consulte? Un docteur de la médecine, pour se soigner. On le sait comment? J'ai un poids sur l'estomac, j'ai envie de vomir. Il est malade. Bon. Donc nous sommes dans le monde réel, une expérience commune partagée. Nous sommes chez une séance, une consultation auprès d'un médecin. Mais alors, qui est-ce qui consulte ces ogres? C'est courant, ça, les ogres, ou est-ce que vous les voyez, les ogres, d'habitude? Ah ben, on les voit dans Petit Chaperon Rouge, Shrek, Chaboté. Petit Chaperon Rouge, c'est un nous, d'ailleurs. Pour suivre, des fois, c'est presque Mickey, moi aussi, oui, ben, bon, très bien. Il y en a un qui bouffe beaucoup dans le Petit Chaperon Rouge. On mange de manière voulue. On mange une grand-mère, et on a encore faim, on mange un chaperon. Puis visiblement, on les mange tout à pied. Ça doit être difficile à digérer. Peut-être que le loup, il a besoin de piste de lecture pour la suite. Y a-t-il des loups dans un conte qu'on connaît qui va chez le médecin? C'est intéressant d'articuler avec ça. Donc là, on a l'effet réel compte. Première phrase. Où est-ce que se trouveront les grands nœuds, les grandes articulations de ces effets réels et irréels dans la suite du texte? Il y a des moments où il va y avoir des effets, justement, des effets qui vont permettre de gloser, de discuter, de réfléchir sur la différence entre le réel et un autre. Alors, c'est sur la fin. Et c'est quoi l'effet réel-irréel? Et puis, alors, qui est-ce qui fait plutôt censé manger des légumes? Voilà. Donc là, l'affaire finale, ça peut se lire dans cette articulation réel-irréel. Qu'est-ce que ça mange à Dore? Vous avez souvenir que ça mange quoi? Ça mange des princesses ogres, des ogresses, ça mange des poussets, c'est ce qu'il préfère. Il y a 7 petits poussets, un petit pousset, mais c'est 6 frères, les 6 autres poussets. Ça mange, ça voudrait manger le chaboté, ça mange les villageois. Bon. Et puis là, pas de chance, il a mangé quelque chose qui n'appartient pas au monde magique. Il a mangé le orange. Effectivement, effet réel, irréel. Mais avant, regardez ce qu'il mange. Il mange un cycliste. Est-ce que vous connaissez un conte dans lequel l'ogre mange un cycliste? Ben non. Parce qu'il est dans le monde réel. Donc il mange des objets réels. Qu'est-ce qu'il mange d'autre? Il mange un facteur, non pas un facteur. Bon, ben bref, il faut prendre la liste. Il mange un sandwich.
C'est normal, c'est le monde réel. Mais il y a un gendarme dedans. Il mange des directeurs d'usine. Il mange une danseuse. Ça compte quand il mange une danseuse. Par contre, il la mange tout habillée. Ça, c'est l'effet normal du conte. Comme je disais tout à l'heure, le loup, il mange le chaperon tout habillé et la grand-mère aussi. Donc, il y a des éléments qui sont purement du conte normaux, on mange les créatures habillées. Mais des éléments du monde réel, on mange un sandwich. On mange les cyclistes. Donc, il n'y a pas que la faim, il y a tout un ensemble antérieur. Plus l'effet dont je parlais tout à l'heure d'abîme, on nous mange nous. Nous-mêmes, on est mangé en 2 fois. Goûter. Qui est-ce qui mange à goûter? Ah, c'est les enfants. Un ogre, il est comme les enfants. Mais c'est quand même un ogre, il mange des enfants. Et puis, il y a des effets beaucoup plus précis qui sont sur cet écart entre nous et l'ogre, ou cette ressemblance entre nous et l'ogre. C'est la troisième salve. Eh bien, dit l'ogre, j'ai mangé un garde champêtre. Donc ça, c'est encore le domaine du bois, de la nature, tout ça. Ce ne serait pas si anormal que ça. Un cycliste, ça ne va pas. Mais là où ça devient amusant, c'est sur la suite, enfin, ça devient l'écart, c'est fruits et légumes. Il mange des fruits et légumes. Non, c'est nous qui mangeons des fruits et légumes. Lui, il mange la vendeuse de fruits et légumes. Oui, là, on voit bien l'écart entre le monde réel. Nous, on mange des fruits et légumes. Eux mangent des marchandes. Et puis, par contre, il a une préoccupation exactement comme nous. C'est-à-dire que lui, il mange pas trop gras et frais, et nous aussi. Donc, comment on détermine ce qui est bon à manger? C'est pas trop gras et frais. Sous-entendu d'ailleurs, le loup qui mange une grand-mère, c'est peut-être pas la meilleure chose à manger une grand-mère, hein, parce que je suis pas sûr que ce soit bien frais, ni que ce soit pas un peu trop gras une grand-mère. Enfin, ça dépend des grand-mères. Si vous faites une séance là-dessus, c'est tous ces points-là qu'il faut faire comprendre aux élèves. Donc, vos activités, elles vont se succéder en faisant émerger les éléments et les lignes dont je viens de parler, celles qui montrent la ressemblance de l'ogre avec nous, la ressemblance de l'ogre avec un ogre, et la dissemblance des effets de réel d'un ogre avec un ogre, le fait qu'il est dans le réel. Toute la séance est construite sur les éléments que je viens de faire émerger là. Si, en revanche, vous voulez faire plutôt un axe sur surprise et comique, eh bien, il y a 3 temps. Il y a 3 temps très clairement distincts de l'effet de comique. Où sont-ils, ces 3 temps? 3 salves de l'effet de surprise et de l'effet comique. Il y a 3 parties où il y a un effet de surprise. Je passe le début de l'effet d'irréel, un ogre chez le médecin. Qu'est-ce qui est surprenant dans cette situation? Alors, il y a la première salle de l'effet de surprise et de l'effet comique. L'effet de surprise, c'est la liste des objets mangés. Vous ne s'attendez pas à ce qu'ils mangent ça. Et l'effet comique, effectivement, ce n'est pas ça qui l'a rendu malade. Il mange un vélo, non, il ne mange pas de vélo, il mange du cycliste. Il mange un gendarme, il mange un tutu, et tout ça, non, c'est pas ça. Donc, l'effet de surprise, c'est qu'il ait mangé ça, on s'attend à ce qu'il mange des chabotés, il mange des gendarmes, on s'attend à ce qu'il mange des limaces comme Shrek, il mange une maîtresse. Mais ce n'est pas ça qui l'a rendu malade. Ça, c'est le premier effet comique, ce qu'il mange. Premier effet de surprise, c'est ce qu'il mange. Effet comique, c'est que ça ne le rend pas malade. Deuxième effet comique. Exact. Deuxième effet comique, c'est que ce soit la fraise qui le rende comique.
Effet de surprise, fraise. Et comique, c'est que c'est ça qui l'a rendu malade. Et puis, quel est le troisième effet de surprise et comique? Le troisième effet de surprise, c'est qu'il est guéri facilement par un cachet et qu'il redevient ogre. Effet de surprise et donc effet comique, il bouffe le médecin. Donc, il y a à trois moments, nous sommes déjoués dans nos attentes. Nous sommes déjoués dans nos attentes, ce qu'on appelle la surprise. Je m'attendais à, mais en fait, je trouve. Donc, je suis surpris. J'avais des attentes, elles ne sont pas réalisées. Je m'attendais à ce qu'il mange une grand-mère, limace, un pousset, et en fait, il mange une maîtresse d'école. Je suis surpris. Et en plus, c'est pas ça qui le rend malade. C'est rigolo. Je m'attendais à ce qu'il rende malade, c'est qu'il mange un vélo, ou qu'il mange un château, ou qu'il mange, je sais pas quoi, une épée, ou ça a dû le rendre malade. Et en fait, c'est une fraise. Je suis surpris. Et c'est ça qui est drôle, c'est que là, ce que nous, on mange, ça le rend malade. Nous, on mange, ça le rend malade. Et puis, enfin, je ne m'attendais pas spécialement à ce que le médecin le guérisse, mais il le guérit. Et le fait est qu'il le bouffe, il redevient ogre. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il bouffe le médecin. On est une femme de La Fontaine, un peu comme ça. Il y a le scorpion et la tortue. Scorpion et la tortue. La tortue, scorpion veut traverser la main. Et la tortue lui dit pas de question que je te fasse monter sur mon dos. Je vais me piquer. Puis le scorpion il dit non, non, bah non. Pas de piquer, parce que si tu te piques, on coule, on meurt tous les deux. Il arrive au milieu de l'eau, le scorpion pique la tortue, il coule, ils meurent tous les deux. Alors la tortue lui dit bon, t'es con ou quoi? La Fontaine le dit un peu mieux que moi. T'es con ou quoi? On va tous mourir. Et le scorpion répond oui, mais c'est dans ma nature. Ma nature de piquer, et le résultat, c'est qu'il faut se méfier des méchants, parce que de toute façon, il est dans leur nature de faire le mal. Ben voilà, l'ogre, t'es con ou quoi? Parce que la prochaine fois que t'es malade, tu n'auras plus de médecin. Oui, mais c'est dans ma nature de manger des médecins. Donc, si vous voulez traiter, vous voyez, cette première axe-là être en cœur vraiment du sujet, c'est-à-dire comment se fabrique la surprise dans un texte, faut que vous ayez bien compris que les trois effets de surprise sont à 3 degrés différents et qu'ils s'expriment avec 3 conséquences comiques différentes. C'est pas le vélo qui le rend malade, ni le gendarme, c'est pas c'est ce qu'on mange lui qui le rend malade, et donc conséquence, il devient ogre. Et dans ces effets comiques-là, il y a des sous-effets. Il y a des sous-effets. Qu'est-ce que c'est que le sous-effet? Il ne mange pas comme nous, mais avec les mêmes préoccupations que nous. Que ce soit pas trop gras, ni trop salé, non, c'est pas salé. Il faut que ce soit bien frais et pas trop gras. Oui, ils ne mangent pas comme nous, mais avec nos préoccupations. Il y a un double effet de surprise comique dans cette phase-là. Et puis, il y a un double effet par la suite, c'est que, encore dans cette phase-là, c'est que nous-mêmes, nous sommes des victimes de l'ogre. Nous sommes mis en abîme. Ce serait dans ce premier point. Ensuite, il y a un autre effet qui est donc ce fait que ce qu'on mange nous, c'est ce qui rend malade. Et puis, bon, il y a le dernier effet qui fait qu'il redevient ogre. Et ça finit, oui, ça commence, si on regardait le deuxième cas qui est réel, irréel, ça commence par la consultation, ça finit par la consultation, et on a le lieu induit. Lieu induit à chaque fois, puisque le médecin, où est-ce qu'il le rencontre, on ne sait pas, mais on sait, en tout cas, c'est la dernière ligne, qu'il remet ses souliers et se rhabille. Donc ça veut dire qu'il était quand même quelque part où il y a un médecin, dans un cabinet de médecin. L'induit, ça consiste à faire émerger ce qui est évident. Je gare ma voiture et je me couche. Je ne me couche pas par terre. Hein. Je me couche vraisemblablement après être rentré chez moi, m'être déshabillé et m'être couché.
je garde ma voiture et je me couche, il y a tout un ensemble de lieux et d'événements induits entre les deux. Eh bien là, bonjour docteur, j'ai mis l'ogre, ah j'ai mis l'ogre, ça va pas, il se rhabille, remet ses souliers, on est bien dans son cabinet. Mais pas dans la salle d'attente. Il aurait pu faire un cas un peu particulier qui était de sortir et manger tous les autres malades, tous les autres patients qui attendent dans la salle d'attente. Ça, ce serait une surprise. Il est de nouveau ogre, il agit comme un ogre, il mange ce qu'il a sous la main. Mais il y a un autre effet de surprise qui est choisi, qui est de manger le médecin. Il y a un Astérix qui ressemble à ça. Un épisode d'Astérix, c'est le combat des chefs. Vous voyez, les bandes dessinées Astérix, c'est ce que le combat des chefs, vous voyez lequel c'est. Le druide s'est pris un bouclier un menhir sur la tête, donc il a perdu la mémoire. Et comme il a perdu la mémoire, il ne sait plus fabriquer la potion magique. Donc ils vont chercher un autre druide pour le guérir. Et le druide, il est en train de guérir un barbare qui est timide. Barbare timide, barbare, il est là, il n'ose pas prendre la parole, excusez-moi, je gêne, est-ce que machin. Donc on le guérit, donc il redevient barbare. Donc en partant, il assomme tous les clients, tous les patients qui sont en train d'attendre. Il casse tout. Il est guéri, il est de nouveau barbare, donc il se comporte en barbare. Ben, l'ogre, il est guéri, donc il se comporte de nouveau en ogre. Si on doit essayer de faire une ouverture, il faudrait trouver des bestiaux qui mangent tout le monde tout cru, ou il faudrait tomber sur des loups qui soient malades, ou on peut tomber sur Astérix, on guérit le barbare, donc il redevient barbare. Ouverture culturelle sur d'autres plans. Bon. Donc, celui qui aura réussi l'exercice, c'est celui qui se fera taper de front la réalisation d'une séance sur les deux premiers, et éventuellement sur le troisième. Alors, si je prends le premier, surprise comique, et que je m'interroge maintenant sur l'articulation des activités. Articulation des activités. Première question, comment vous allez amener le texte? Alors, je vous passe le bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire un texte, on va étudier un texte. Alors, bon, aujourd'hui, on va faire de la lecture-compréhension. Pour ça, je vous passe, je dirai à vos élèves. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire en activité 1? Sur quel support vous allez travailler en activité 1 pour amener l'idée qu'il y a des événements comiques dans ce texte? Il y a des surprises dans cette activité comique. Je vous laisse 5 minutes pour réfléchir à ça. Ma question, elle est toute simple. Hein, c'est une fois que vous l'aurez dit, on va travailler lecture, compréhension. Qu'est-ce que vous lui redonnez comme support pour amener? Vous voyez qu'il y a 3 temps. Qu'est-ce que vous leur donnez comme support pour travailler sur le temps 1? Quelles activités vous leur proposez? Est-ce que vous faites de l'oral? Vous lisez le texte collectif? Est-ce que vous faites une distribution de texte avec une lecture individuelle? Ils sont en scène 2. Hein, ils peuvent lire un texte tout seul. Vous leur donnez le texte. Qu'est-ce que vous faites comme mise en scène? Qu'est-ce que vous faites pour être encore plus clair? Quel choix pédagogique vous faites en activité 1 pour amener la premier degré de la surprise? Quel choix pédagogique au point de vue de l'activité des élèves? Demandez votre avis, son avis à votre voisin voisine. Vous laissez 5 minutes pour réfléchir à comment vous amélioriez l'activité 1. Qui est ou pas une situation de problème? De quoi est-ce que ça, comment est-ce que vous abordez l'étude de ce texte?
Bien, ben, aujourd'hui, nous avons travaillé donc sur lecture-compréhension d'un texte. Nous allons nous interroger sur un texte d'un auteur qui s'appelle Bernard Friot. Alors, peut-être vous en avez déjà vu l'année dernière, ou peut-être vous en avez déjà fait vous-même. Bon, bref, un auteur qui a écrit un texte qui s'appelle Nouvelle histoire pressée. Ce sont des nouvelles, donc des petits textes. Une nouvelle, c'est un petit texte assez court. Que nous allons voir aujourd'hui, c'est une histoire complète. Bien, alors, et là, je me demande ce que vous faites. Je quoi? Comment vous enchaîneriez à partir du jeu que je viens d'énoncer? Alors, vous liriez le texte dans sa totalité, qui comprenne. Focaliser sur la compréhension plutôt que les difficultés justement. Alors, vous êtes parti sur une réflexion double. Vous êtes dit, un, je leur donne le texte. Donc, ils vont le lire. Il est long. Ça posait problème peut-être. Donc, option 2, je le lis moi. Puis après, on en discute ou je leur distribue pour qu'ils en aient une vision complète. D'accord. Deux options. Vous en choisi une, c'est vous qui lisez. Donc, le jury se demandera, bah, pourquoi pas eux tout seuls? Puis vous avez répondu, pourquoi pas eux tout seuls? Bah, je fais un choix, c'est moi qui lis. Les programmes nous disent qu'il faut une lecture magistrale, donc je fais la lecture du maître qui met le rythme, qui met le ton, qui aide à comprendre. Très bien, les autres, vous aviez pensé quoi plutôt? Comme ça ou pas comme ça? Alors vous seriez arrêté où et pourquoi? Ambroise. Et ben on aurait peut-être demandé aux élèves d'inventer une histoire. J'aurais pas vu la fin tout de suite. Donc votre camarade, elle dit, bah, je fais pareil que vous, mais je m'arrête avant la fin. Alors la question, c'est oui, pourquoi? Pour inventer une fin. Mais alors pourquoi en termes d'apprentissage? Donc alors je traduis en langage pédagogique votre camarade. Elle nous dit, si je veux qu'il y ait une surprise, il faut qu'il y ait quelque chose de surprenant. Donc il faut qu'on ne sache pas la fin. Si je veux faire la surprise de la fin, oui, si je vais me cacher sous le bureau, puis à un moment donné, je vais surgir, puis je vais vous faire boue, puis vous serez surpris. Alors je le fais, hop, boue. Ah ben ils ne sont pas surpris. Ben oui, si vous leur dites, je me cache sous le bureau, puis après je fais boue, vous êtes surpris, ils ne sont pas surpris. Donc si je leur dis, si vous leur dites, le médecin se fait manger par l'ogre, bon alors maintenant on va étudier la surprise. Alors c'est quoi la surprise de la fin? Les élèves vont dire la quoi? Qu'est-ce que vous attendez pas? Ben, on ne s'attend pas à rien. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ben, il mange l'ogre, le médecin, il mange l'ogre. Non, l'ogre mange le médecin. Et si vous voulez travailler sur la notion de surprise, c'est-à-dire inattendue, c'est-à-dire aussi, pour l'exprimer de manière différente, sur le fait que nous sommes déjoués. Nous attendions A et ça n'arrive pas. Ben, c'est comme le policier, oui. Pensez, à un moment donné, quelqu'un m'a dit qu'il faut chercher les indices tout à l'heure. Oui, alors, je vais vous dire, on va d'abord lire la fin. Donc, c'est Madame X qui a tué Monsieur Y. Bon, alors maintenant, on repart depuis le début. Alors, depuis le début, qui est, à votre avis, qui a tué? Oui, c'est Madame X qui a tué Monsieur Y. Oui, vous le savez comment? Ben, vous l'avez dit au début. Ah oui, effectivement, pour la l'écriture d'indice, c'est un peu cuit. Si vous lisez tout le texte, où sont les surprises? Ben, il n'y en a plus. Il n'y en a plus si vous lisez tout. Et donc, voilà pourquoi ce texte, il ne faut pas le lire par. Il ne faut pas le donner en intégralité aux élèves, mais il faut le donner par salve de surprise. Comment est-ce qu'il faut le mettre en scène si vous voulez que les effets y marchent? Eh bien, il faut que vous lisiez d'abord la première phrase. Vous faites la première activité, je vais réprocher aux élèves la première phrase. À docteur Gilles Logre, consultation, à docteur Gilles Logre, régime.
Et par une activité collective, je vais essayer d'imaginer quelle est la situation qui nous est proposée pour commencer cette histoire. Et je vais essayer de mettre en scène avec les élèves cette idée que nous sommes sur une situation assez étonnante qui croise le réel et l'irréel, à savoir que qui est le personnage mis en scène ici, un homme, un médecin. Où est-ce qu'on les voit d'habitude les autres? Je vais essayer de faire suivre une pensée aux élèves, qui est que on voit plutôt les médecins dans un axe qui est le monde réel, et on voit plutôt dans un axe les autres qui est le monde irréel. Et la particularité de cette première phrase, c'est de croiser les deux. Donc, activité 1, une seule phrase, et une seule phrase qui met en scène une première situation bizarre, surprenante, un autre dans le monde réel. Alors, quel est le problème de cet ogre? Cet ogre, c'est qu'il est malade, première phrase. Mais pourquoi est-ce que je m'intéresse au personnage et à la situation dans ma séance? Parce que c'est elle qui va provoquer des surprises successives. Donc, c'est important de voir personnages et situations réelles, supposées qu'ils sont dans un cabinet de médecin, parce que c'est ça le moteur de la surprise initiale. Alors, à votre avis, il est malade pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme maladie, l'homme? Et fabriquer une surprise, c'est fabriquer des horizons d'attente qui sont déjoués. Si je vous dis, je me cache en dessous, puis j'apparais, il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucun horizon d'attente, parce que où est-ce que je suis? Bon, vous l'avez dit. Donc, première phrase. Il est malade, pourquoi l'ogre, à votre avis? Oui, il a pris froid. Bon, très bien, il a pris froid. Et il a pris froid, c'est pour ça qu'il vomit, c'est pour ça qu'il n'est pas bien. Il a de la fièvre. Très bien. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme maladie? Il a trop mangé. Alors, il a trop mangé quoi? Des chaperons. Ah, alors, est-ce que l'ogre, le chaperon, c'est l'ogre? Et là, les élèves, ils amènent l'information. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, mais ça se discute. Qu'est-ce que ça mange un ogre? Des limaces. Il a trop bu de bière. Bon, très bien. Qui est-ce qui boit de la bière? Je crois qu'il boit de la bière, il est dans le café. Bon, très bien. Il mange des limaces. Donc, notre ogre, on va supposer qu'il est malade parce qu'il a mangé trop de limaces. Bon, trop de chaperons rouges, ou trop de petits poussets, ou trop de chabotés, ou trop de villageois, ou trop de... Ben, on va voir. Ben, apparition, phrase numéro 2. Vous voyez, le médecin, il est exactement comme vous. Il suppose que s'il est malade, c'est parce qu'il a trop mangé. Donc, ce n'est pas très surprenant. Un autre, ça mange tout. Donc, le médecin, il est comme nous. Il est assez rationnel. Vous avez mal au ventre, vous avez mangé des choses qui ne vont pas. Alors, qu'est-ce qu'il a mangé? Boum, pas sûr. Et donc là, anticipation déjouée. S'attendait à ce qu'il mange des limaces, il a mangé un cycliste, il a mangé une marchande de fruits, il a mangé un garde champêtre. C'est quoi un garde champêtre? Et là, vous amenez le vocabulaire, si vous avez une image de garde champêtre, vous amenez. Première surprise, l'ogre, puisqu'il est dans le monde réel, il ne mange pas les objets du conte, il mange les objets du monde réel. Il a donc mangé un légume, un cycliste et un gendarme, en gros, garde champêtre, le gardien des eaux et forêts. Et puis, marchande de fruits et légumes. On en mange, nous, de ça? Ah ben non, vous n'êtes pas des hommes. On ne mange pas de fruits et légumes. Si, voilà, ben si. Et donc, effet de surprise, il est là, de nouveau là. C'est que la finesse, c'est que l'ogre, il mange comme nous. Il ne mange pas trop gras, et il mange frais. Et qu'est-ce qu'il mange? Comme nous, des fruits et légumes, sauf que comme c'est un ogre, ce n'est pas les fruits et légumes qu'il mange, c'est la marchande de fruits et légumes. C'est là que se trouve le détail. Et si vous lisez tout d'un coup, tout va être aplati, parce que qu'est-ce qui rend malade l'ogre? Il y en a qui vous disent, c'est les fraises. Et donc, une fois qu'on a trouvé la situation finale, il n'y a plus rien à dire. Voilà, bah oui, c'est les fraises. C'est les fraises qui le rendent malade. Mais si on amène tout petit morceau par petit morceau, on s'aperçoit de plus en plus que ça renvoie à tout un ensemble de surprises déjouées. Qu'est-ce qu'il a mangé d'autre? Ben, il a mangé un sandwich. C'est normal? Non. Oui, c'est normal. On en mange lui aussi. Oui, mais ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'il y a dans son sandwich. Il n'est pas au poulet, son sandwich. Il est au gendarme.
un sandwich aux gendarmes. Donc on est dans le monde réel, dans le monde irréel, mais c'est toujours pas ça qui l'a rendu malade. Et puis quand vous arrivez à Tutu, qu'est-ce qu'on pose comme question sur Tutu? C'est normal qu'ils mangent tous les personnages tout habillés? Dans les contes, on les mange cuits ou crus, les personnages? Le petit chaperon rouge, il est cuit ou il est cru? Ah ben, il n'est pas cuit. Il n'est pas cuit parce que sinon, on ne pourrait pas le sortir du ventre. Le petit chaperon rouge, il est mangé tout cru. Ah, il est mangé tout cru. Mais il est mangé habillé ou pas? Est-ce que la grand-mère, elle est mangée habillée? Ben, dans la mesure où il se déguise en grand-mère, ça se trouve, il garde les habits prend les habits d'un placard. Mais est-ce qu'elle est toute nue ou pas, la grand-mère? Oui, et puis là, on discute. Et il y a il y a des réponses et il y a des non-réponses. Mais en tout cas, qui mange le tutu, c'est pas normal, parce que des bestiaux comme ça, dans les contes, on mange tout le monde, non seulement tout cru, mais tout on les avale d'un seul coup. Donc, deuxième salle, qu'est-ce qui a bien pu le rendre malade? Et donc, deuxième surprise, c'est ce que nous mangeons nous. Nous sommes, il est comme nous, il mange frais et pas gras. Mais, il mange les élèves, les écoles, il est comme nous, il goûte. Et à 4 heures, il mange des élèves. Et toujours cette alternance entre le réel, l'irréel, le nous, le lui, nous, le réel, l'irréel, et puis la surprise, on s'y attend pas, et le comique. Et puis ça finit par fraise, et puis ça finit par la phrase finale, qu'on envoie dans la dernière salve par nous. À la rigueur, ce que vous pourriez faire, c'est faire le texte, découper le texte en 3, distribuer d'abord jusqu'à tutu, pour jouer sur la première surprise. Vous avez fait des liens des surprises. Puis après, vous êtes bien sûr jusqu'à fraise. Ah, c'est ça. Et après, la phase finale. Mais si vous déjouez, si vous donnez à tous les coups toutes les questions et les réponses, évidemment, il n'y a plus de surprise. Donc, il n'y a plus de trop de comique non plus. Soit vous envoyez ça salve par salve, c'est-à-dire réplique par réplique, en interrogeant les élèves sur ce qui est drôle et pas drôle, soit vous envoyez par 3 grands morceaux. Mais si vous envoyez tout, ben, ça consiste à donner l'assassin depuis le début d'un roman policier. Donc, ça casse un petit peu le truc. Il faut déterminer quel est le nœud central. Et là, vous en avez plusieurs. Si vous avez choisi de vous contenter du dialogue, eh bien, vous auriez une phase où vous feriez émerger, par exemple, le fait que c'est des strophes avec des tirets. Les tirets renvoient à des personnages différents. C'est mise en scène comme un dialogue en style direct, parce que c'est du style direct. En deuxième activité, vous feriez émerger les verbes. Quels sont tous les verbes qui parlent? J'ai mis l'ogre, dit le médecin, dit l'ogre, répond l'ogre. Est-ce qu'on en connaît? Répond l'ogre, demande le médecin, fait l'ogre. Est-ce qu'on en connaît d'autres? Affirma, répondit, s'exclama. Bon. On les ferait souligner. Et activité 3, on se rappellerait que si on passait à l'oral, ces éléments-là, on ne les dirait pas. On commanderait tous un texte avec surligné tous les verbes de parole et les personnages. On sait qu'on ne devrait pas dire, ben, vous deux, vous allez dire les 6 premiers, vous deux, les 6 qui suivent, vous deux, les 6 qui suivent. Et puis on veillerait à ce que vous ne disiez pas « Ah, docteur, j'ai mis l'og, ça ne va pas vraiment fort », mais « Ah, docteur, ça ne va vraiment pas fort. Voyons, vous affolez pas, voyons, dit le médecin, etc. » Si vous aviez choisi que la troisième axe, on peut passer à côté. Mais il y a quand même quelque chose à construire. En étapes successives, tirer et paroles, sans guillemets, 2 verbes, et puis 3 lectures à l'oral, sans les tirer évidemment, mais en alternant les personnages, et sans le verbe de parole. Tout est une question après de choix en fonction de l'objectif visé. Et la première activité, elle vise un premier degré d'objectif, un deuxième degré d'objectif, un troisième degré d'objectif. C'est ça le succès. Donc ne passez pas à côté de l'essentiel de ce qui est fait par cet objet-là, cet objet très précis-là. Parce que le jury vous redemandera toujours pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ce choix, pourquoi avoir tout donné. Est-ce que c'était bien pour fabriquer la surprise de tout donner? Est-ce que c'était bien de ne garder que la phrase finale pour des objectifs en 3 temps?
Ah ben non, j'aurais peut-être dû donner 3 objectifs, 3 temps de surprise, donc 3 découpages. Pourquoi faites ces choix-là? Donc sur Moodle, vous avez 18 sujets. Vous avez un dossier qui s'appelle sujet oral, il y en a 18 dedans. Donc nous allons, pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois, je me concentre de nouveau sur la fin de figure de style, mais nous allons, à partir de la fois prochaine, nous allons à chaque fois consacrer une demi-heure, c'est-à-dire 3 personnes, parce que c'est très difficile de tenir plus de 7 minutes, à 10 minutes. 3 d'entre vous auront l'occasion de préparer un sujet et puis de le présenter comme si c'était à l'oral. Et après, ben moi, je vous interrogerai comme si j'étais un jury d'oral. Donc, on en fera 2 par fois ou 3 par fois, 3 candidats à chaque fois, pour vous entraîner à l'oral et puis pour vous montrer un petit peu ce à quoi vous êtes passé à côté ou pas passé à côté, peut-être sur les textes, ce que vous demanderez à un jury. C'est tout pour aujourd'hui.